Bonsoir. Alors, bienvenue à vous. Merci de me rejoindre sur mon live. Donc, on va parler de droit administratif. Bon, là, on est vendredi, il a fait beau. Donc, le moment est propice pour parler un peu de droit administratif. Parce que j'ai reçu quelques messages de certains étudiants qui ont un partiel à préparer. Et donc, ils veulent une petite révision sur l'administration. Donc, on va en parler un tout petit peu. Et on verra ce que ça va donner. Donc, ici, on parle de droit, hein, pour ceux qui ne le savent pas. On parle de droit sous toutes ses formes, hein, que ce soit pour les sujets d'actualité, que ce soit pour les démarches administratives, que ce soit pour les cours. Donc, voilà. Alors, donc, particulièrement ce soir, je vais parler de la mise en œuvre, de la responsabilité administrative. Donc, ce dont nous allons parler, tous les éléments abordés sont inclus dans la responsabilité, soit sans faute, soit dans la responsabilité pour faute. Concrètement, nous allons examiner 3 problèmes. Bon, examiner brièvement parce que là, pour le coup, c'est un cours qui est réservé aux étudiants de l'Institut parce que Panavic Learning School, c'est un institut juridique en ligne. Donc, c'est un cours réservé aux étudiants. Mais ce soir, comme je ne peux pas répondre individuellement à ces personnes qui m'ont demandé une petite révision sur le cours par message, donc je préfère faire le live comme ça. Tous ceux qui m'ont contacté vont y avoir accès directement. Donc, 3 problèmes vont être examinés dans ce live. Donc, ce sera d'abord le lien de causalité, le préjudice et l'indemnisation. Donc, commençons par le lien de causalité. Alors, là, on est dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité administrative. Donc, de manière générale, la responsabilité, c'est le fait de répondre de ces actes, soit délictueux ou criminels, mais vraiment entre parenthèses, hein, et devant la justice, donc répondre de ces actes-là devant la justice et en subir les conséquences, la punition, parce qu'on a enfreint une règle et donc on va devant la justice et donc on va devant la justice pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut que la victime démontre un lien. Le lien, c'est-à-dire une relation de cause à effet entre le fait dommageable, c'est-à-dire l'action qui a causé le dommage, et le préjudice allégé, c'est-à-dire qu'il faut trouver le lien, il faut prouver qu'il y a bien un lien entre ce qui s'est passé et la conséquence qui s'en est suivie. Donc, la preuve de ce lien, elle est obligatoire, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute. Donc, pour le coup, là, on peut juste rappeler que le principe de responsabilité, en général, repose sur l'article 1240 du Code civil, selon lequel, je cite,
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ça, c'est vraiment le principe général de la responsabilité. Et donc, pour que justement la responsabilité de l'administration soit mise en cause, il faut que ce lien de cause à effet soit prouvé. Donc, ce lien, il doit être direct, mais certaines causes exonératoires ont pour effet donc de faire disparaître ou d'atténuer la responsabilité. Donc, ces causes-là qui atténuent, qui diminuent la responsabilité de l'administration sont au nombre de 4. Donc, les 2 premières causes que l'on va énumérer jouent dans tous les systèmes de responsabilité en général. Et les 2 dernières ne jouent que, mais vraiment spécifiquement, particulièrement dans le cas de la responsabilité pour faute. Donc, ces causes exonératoire, c'est-à-dire qui dispense l'administration de sa responsabilité, soit partiellement, soit totalement, ou alors du moins ce qui atténue cette responsabilité-là. Donc, ces causes sont au nombre de 4. Donc, la première cause, c'est la faute de la victime. Donc là, il s'agit d'un comportement fautif de la victime. La faute de la victime exonère totalement ou partiellement la responsabilité de l'administration selon qu'elle a provoqué entièrement le dommage ou partiellement en contribuant, par exemple, à l'aggraver. Donc, si la victime a commis une faute, cela représente une cause qui va réduire ou atténuer la responsabilité de l'administration. Ensuite, la deuxième cause exonératoire, c'est la force majeure. Alors, pour ceux qui découvrent cette page ou qui assistent au live, bonsoir Ibatala 91, merci d'être là. Alors donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la page en ce qui concerne la force majeure. J'ai défini ce que c'était et comment elle est caractérisée. Donc là, je vais juste revenir dessus rapidement. C'est une cause qui est extérieure dans tous les systèmes de responsabilité. Et pour qu'une cause prenne cette forme-là de la force majeure, il faut que cette cause revête 3 caractéristiques. Il faut que cette cause soit extérieure à celui dont la responsabilité est recherchée. Cette cause, elle doit être imprévisible par celui dont la responsabilité est recherchée, c'est-à-dire que cette personne-là ne pouvait pas anticiper le cas de force majeure. Et enfin, pour qu'il y ait force majeure, il faut que ce soit un événement irrésistible, c'est-à-dire que il faut que ce soit un événement auquel personne ne peut remédier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut pas être prévu. Le cas, par exemple, d'une catastrophe naturelle, même si on peut anticiper, faire des prévisions et tout, on ne peut pas vraiment prévoir une catastrophe. Alice Divine, bonsoir. Merci de rejoindre le live. Et donc, la troisième cause exonératoire, c'est le fait du tiers. Donc, ici, il ne s'agit pas nécessairement d'une faute du tiers. Donc, le tiers, en fait, c'est une personne extérieure, hein, une autre personne. Donc, lorsque le fait du tiers a contribué justement à la réalisation du dommage, l'administration est partiellement exonérée de sa responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a une autre personne qui, par sa faute, se trouve impliquée dans le dommage en question,
on peut réduire, atténuer la responsabilité de l'administration. Et donc, la victime, elle doit agir parallèlement contre l'administration et contre le tiers pour obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Donc là, s'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'origine du préjudice invoqué, la victime va agir en justice contre l'administration et contre cette troisième personne-là afin d'obtenir la réparation, donc une indemnisation intégrale du préjudice que cette personne a subi. Donc, contrairement à la jurisprudence judiciaire, la jurisprudence administrative n'adopte pas le principe de la responsabilité solidaire des co-auteurs des dommages. C'est-à-dire que dans le cas où il y a un tiers et l'administration, il n'y a pas de solidarité entre ces co-auteurs, sauf lorsqu'il s'agit de deux personnes publiques. Donc, dans ce cas, la victime ne peut pas demander à l'un des co-auteurs du dommage d'indemniser de l'ensemble du dommage. C'est ça que ça veut, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que en droit administratif, une victime ne peut pas avancer l'argument de la solidarité pour demander, par exemple, à l'administration de réparer le préjudice causé par un tiers. Ce principe de solidarité n'existe pas en jurisprudence administrative, uniquement en jurisprudence judiciaire. C'est-à-dire que en privé, dans le droit privé, si deux personnes causent un préjudice à une victime, cette personne peut se retourner contre l'une ou l'autre des deux personnes pour demander réparation de son préjudice. Voilà ce que cela signifie. Donc après, il appartient au co-auteur condamné de se retourner contre l'autre co-auteur afin que ce dernier lui reverse la part de l'indemnité correspondant à son rôle dans le dommage. Donc, en droit administratif, il n'existe pas cette solidarité-là. La victime doit poursuivre les deux co-auteurs pour que son préjudice soit réparé. Donc, cela oblige la victime à intenter deux procès, deux actions en justice pour être indemnisée. Alors que dans le droit privé, à partir du moment où les personnes sont solidaires, on peut attaquer l'une en réparation du préjudice intégral et puis après on laisse, bon je vais le dire vulgairement, les deux personnes se débrouiller entre elles pour récupérer ce que l'un a payé pour les deux. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, c'est vraiment la troisième cause exonératoire de responsabilité en ce qui concerne l'administration. Donc on avait dit qu'il y avait la faute de la victime, la force majeure et le fait du tiers. Donc là, ce sont les trois causes exonératoires de ce lien de causalité qui doit exister avant que justement l'administration ne soit condamnée. Coucou Grâce, bienvenue. Ensuite, on a le dernier la dernière cause exonératoire, parce que je l'avais dit tout à l'heure, hein, par rapport au lien de causalité, 4 causes peuvent atténuer la responsabilité de l'administration. Donc la dernière cause, c'est le cas fortuit, ce qu'on appelle dans le langage courant le hasard, même si le hasard n'existe pas, hein. Voilà. Mais alors donc, le cas fortuit, c'est une cause inconnue. Par conséquent, on ne peut pas vraiment déterminer si elle est extérieure à l'administration ou non. Parce que par définition, le cas fortuit ou le hasard est inconnu. On ne peut pas le prévoir d'avance. Voilà ce que ça signifie. Donc,
le cas fortuit ne peut avoir un effet exonératoire, pardon, que lorsque la responsabilité est engagée pour faute. Et ce cas fortuit ne joue pas dans le cas de la responsabilité sans faute. Donc, pour la responsabilité pour faute, responsabilité sans faute, je vous invite à faire un tour sur ma page parce qu'il y a déjà une bonne centaine de vidéos avec tous les thèmes. Donc, allez dessus, tapez le mot responsabilité sans faute, responsabilité pour faute, vous trouverez la vidéo correspondante. Et donc, ces quatre causes exonératoires qu'on a citées jouent premièrement en ce qui concerne la faute de la victime et la force majeure dans le cas de la responsabilité en général. Mais par contre, le fait du tiers et le cas fortuit ne jouent que dans le cas de la responsabilité pour faute. Dès qu'il y a une faute, là, on reste bien dans la mise en œuvre de la responsabilité de l'administration à la responsabilité administrative. Donc, voilà pour le lien de causalité. Ensuite, le deuxième problème que nous allons examiner ce soir, c'est le préjudice. Donc, pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut qu'il y ait préjudice. Pour la simple raison que la responsabilité administrative a pour objet de réparer un préjudice, puisque c'est une responsabilité civile. Donc, cela signifie que l'administration ne va réparer spécifiquement que le préjudice causé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, bon, alors pour le dire de façon courante, il faut qu'il y ait une conséquence suite à la responsabilité de l'administration pour que justement l'administration puisse réparer ce préjudice-là. Et donc, le préjudice, il doit aussi être certain. C'est le cas du préjudice né et actuel. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait une conséquence de la responsabilité de l'administration, que cette conséquence existe vraiment pour que la responsabilité de l'administration soit engagée. Et ce préjudice-là, il faut qu'il soit futur, c'est-à-dire que même si le préjudice, il existe, qu'il est certain, même quand il n'est que futur, on peut engager la responsabilité de l'administration. Un exemple, c'est par exemple lorsque on assiste à l'aggravation inéluctable, par exemple, ou la réalisation dans le futur, par exemple comme de l'invalidité d'un enfant qui va réduire ses capacités professionnelles lorsqu'il sera adulte, il y a bien un préjudice né, actuel, certain et futur, parce que l'enfant invalide, il ne pourra pas faire de longues études, donc il ne pourra pas accéder à la vie professionnelle à laquelle il aurait pu accéder, s'il n'y avait pas cette invalidité. Ça veut dire que l'enfant est invalide, cela hypothèque son avenir, ça rend son avenir incertain. Donc, on a vraiment là un préjudice. Donc, je parle par exemple d'un enfant invalide à la suite d'un accident causé par exemple par un camion des services municipaux, par exemple. Donc là, l'enfant invalide, c'est un préjudice qui est né, qui est actuel, qui est certain et qui est aussi futur à la fois, parce que cet enfant-là, il ne pourra pas
exercer une activité professionnelle correctement parce qu'il est invalide et cette invalidité est due à la responsabilité de l'administration. Donc là, c'est vraiment un préjudice qui existe, qui est réel, qui est actuel, qui est certain et qui est futur. Donc voilà pour l'exemple en ce qui concerne le cas du préjudice. Donc ce préjudice-là, il doit aussi être direct, c'est-à-dire qu'il doit être évaluable en argent, en termes d'argent. Donc, on prend par exemple l'exemple de la souffrance physique, une douleur par exemple. Elle a longtemps été considérée comme insusceptible d'évaluation en argent. C'est-à-dire, quand on a mal aux dents, ça équivaut à combien? À 10 euros, à 15 euros, à 20 euros. On ne peut pas évaluer cette douleur-là. Donc, pendant longtemps, ça a été le cas. Quand on a mal à la tête, est-ce que ça vaut 20 euros? Ça vaut 50 euros? Ça vaut 100 euros? Non, on n'évalue pas cette douleur-là en argent. Et donc, pendant longtemps, ça a été le cas. Maintenant, dès que la souffrance physique, elle a une certaine importance, elle peut être évaluée en argent. Par exemple, une douleur ressentie dans le bassin à la suite d'un accident avec un camion des services municipaux peut être évaluée à hauteur de 10 000 euros, 15 000 euros, selon que la douleur, elle est ressentie toutes les semaines, ce qui oblige la victime à se rendre chez le kiné une fois par semaine, 2 fois par semaine, etc. Donc là, pour le coup, on arrive à évaluer cette douleur-là, cette douleur physique. Donc, selon l'importance de la douleur, on peut arriver à la quantifier et donc à l'évaluer en argent. Et dans ce cas-là, le préjudice, il devient direct. Par contre, la douleur morale est indemnisée par le juge administratif que depuis un arrêt d'assemblée, donc c'est vraiment l'arrêt solennel du Conseil d'État qui date du 24 novembre 1961, le tisserand. Parce que initialement, la position du juge administratif, donc qui est le Conseil d'État, c'était de dire que, je cite, les larmes ne se monnaient pas. C'est-à-dire que quand on a mal et qu'on parle, on peut pas quantifier cette douleur-là. On peut pas monnayer les larmes donc qui coulent à la suite d'une douleur. Et donc le juge administratif a longtemps été isolé dans cette position-là et a refusé justement d'indemniser la douleur morale. Mais puisque la douleur elle était indemnisée en droit privé, donc le juge judiciaire, il quantifiait la douleur morale, le juge administratif a été obligé de s'aligner à partir de l'arrêt d'assemblée du 24 novembre 1961. Donc, l'Assemblée, c'est vraiment la formation la plus élevée du Conseil d'État. Et là, c'est pareil. J'ai défini le Conseil d'État en long, en large, en travers sur ma page. Allez, faites un tour pour ceux qui sont intéressés et vous comprendrez la différence entre les arrêts d'Assemblée, etc. et tous les types d'arrêts qui sont rendus par le Conseil d'État, qui est donc la juridiction administrative suprême. Et donc, pendant longtemps, le juge administratif a considéré que les larmes ne se monnayaient pas. Mais heureusement, sa position a changé aujourd'hui. Donc, on peut quand même quantifier la douleur morale. Voilà pour le préjudice qui doit être direct. Donc, douleur physique ou douleur morale. Et enfin, le troisième problème qu'on va aborder dans la mise en œuvre de la responsabilité administrative ce soir, c'est l'indemnisation. Et donc, il faut savoir que une fois qu'il y a un préjudice, ce préjudice, il doit être réparé intégralement. Et donc, cette réparation, c'est ce qu'on appelle l'indemnisation. Et l'indemnisation peut être allouée sous forme de capital ou de rente
indexé, c'est-à-dire qu'il va varier par rapport aux critères d'évaluation, justement, de ce préjudice-là. Donc, si c'est un capital à ce moment-là, on évalue le préjudice, on donne une somme d'argent en une seule fois à la victime et c'est réglé. Ou alors, dans ce cas, bien sûr, c'est quand l'administration est condamnée, hein, bien sûr. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, on va donner cette indemnisation, on va étaler ça, par exemple, sur 15 ans, sur 20 ans, et donc, tous les mois, cette personne, elle reçoit une partie de cette indemnisation sur son compte, et donc, du coup, c'est indexé, par exemple, sur l'inflation. Lorsque les prix augmentent, donc la rente aussi, elle augmente, peut-être pas d'autant, hein, mais dans les mêmes proportions. Donc, cette indemnisation, elle se fait sous ces deux formes-là, sous forme d'un capital, pardon, versé en une fois, ou alors sous la forme d'une rente, donc qui est versée régulièrement. Même dans ce cas-là, en fait, il faut déterminer la date, donc la date d'évaluation du préjudice pour pouvoir arriver à une indemnisation correcte. Et donc, en ce qui concerne cette date d'évaluation du préjudice, il faut bien faire la distinction entre les dommages causés aux personnes et les dommages causés aux biens. Donc là, on parle de personnes et de biens. Donc, comme je l'ai dit au début, hein, on est dans le cadre de la responsabilité de l'administration. On part du principe général de la responsabilité, comme je l'ai dit, qui se trouve dans le Code civil à l'article 1240, hein, selon lequel tout fait quelconque hein, de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est-à-dire que si quelqu'un agit et que son action a une conséquence sur quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là répare le préjudice qu'elle a causé. Donc, littéralement, on dit qui casse paye. C'est de cet article qu'est tiré cette maxime ou cet adage-là. Donc, du coup, on en revient ici à l'indemnisation. Donc, en ce qui concerne la date d'évaluation du préjudice, on distingue bien les personnes des biens. Donc, en ce qui concerne les dommages causés aux personnes, donc la date de départ, donc la date d'évaluation du préjudice qui permet d'aboutir à l'indemnisation, ce sera le jour du jugement. C'est-à-dire que les parties vont se retrouver. C'est qui veut passer en live pour faire quoi? Donner un cours, hein. Je suis pas en train de faire un concours là, donc non. Vous ne me connaissez pas, ne m'envoyez pas d'invitation pour passer en live. Si vous êtes là, regardez la vidéo, mettez les cœurs, mais sinon moi je passe pas en live, je fais pas de... Voilà. Donc, les deux parties vont se retrouver au tribunal devant le juge et chacun va apporter ses arguments, chacun va monter ses dossiers, chacun va apporter ses preuves. Et une fois que l'une des deux parties a été condamnée, en l'occurrence, là, on parle de l'administration. Donc, si l'administration est condamnée, qu'un jugement est rendu, à partir de ce moment-là, commence la date d'évaluation du préjudice subi par la personne qui a attaqué l'administration en justice. Et donc là, ça concerne les personnes. Lorsque l'indemnisation concerne les dommages causés aux biens, à ce moment-là, ce sera le jour du dommage, c'est-à-dire le jour où l'objet a été cassé, par exemple, parce que de toute façon, dès le lendemain, la victime, elle a dû remettre en état son bien. Donc,
on ne peut pas prendre le bien que la personne a réparé pour l'évaluer et puis de là déterminer la valeur de son bien. Donc, la date d'évaluation d'un préjudice qui concerne les biens débute dès le jour où le dommage a été causé. Donc, c'est de cette façon que procède l'administration pour évaluer l'indemnisation. Donc, s'il s'agit de personnes, l'indemnisation commence à partir du jugement. Donc, c'est la date d'évaluation de l'indemnisation. Si on prend le cas de l'enfant, de l'enfant invalide dont on a parlé il y a quelques minutes, donc l'indemnité que l'administration doit lui verser au titre du préjudice subi va commencer le jour où le tribunal va trancher, le jour où le jugement va être rendu et que l'administration va être condamnée. Mais si par exemple il s'agit d'un mur qui est cassé ou d'un poteau, d'une fenêtre, etc., ce sera le jour même où la fenêtre a été cassée. Donc, on va commencer à évaluer le préjudice à partir de cette date-là. Parce que si une fenêtre est cassée en hiver, naturellement, le propriétaire, il va pas attendre que le jugement soit passé pour réparer sa fenêtre parce qu'il fait froid. Donc, le propriétaire va remettre en état sa fenêtre. Par exemple, si c'était du simple vitrage et que lui, il remplace par du double vitrage, à ce moment-là, la date d'indemnisation, ce sera le jour où la vitre a été cassée. Et donc, on ne va pas évaluer le préjudice en fonction du double vitrage, mais du simple vitrage. Parce qu'à l'époque où la vitre a été cassée, c'était juste c'était juste une vitre, quoi. C'était pas du double vitrage. Voilà. Donc, c'est ce que cela signifie. Quand c'est juste un bien, donc une chose, on part à partir du jour où, donc de la date où la chose a été cassée, abîmée, a subi un préjudice. Et c'est de là que part l'indemnisation. Mais quand il s'agit d'une personne, d'un préjudice sur une personne, la date d'évaluation, c'est la date du jugement. Alors là, ça pose un petit problème dans la mesure où les jugements, ils sont assez longs. La lenteur administrative fait que les jugements peuvent être très longs. Donc, à ce moment-là, même si la date d'évaluation, c'est vraiment la date du jugement, ça pose ce problème juridique-là, entre ce vide qu'il y a entre le jour où le dommage a été causé et la date du jugement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide juridique. Parce que la procédure est longue, hein, et dans tous les cas, même si des jugements sont rendus, des décisions sont rendues en première instance, on peut toujours interjeter appel, se pourvoir en cassation, etc. Donc, c'est vraiment un délai assez long qui fait qu'il y a quand même un trou d'air entre le moment où la personne subit le préjudice et le jour du jugement. Donc, ça, ce sont des choses dont on peut débattre justement dans le cadre de l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la mise en œuvre de la responsabilité de l'administration. Alors, donc, là, je vais juste récapituler un tout petit peu hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. En fait, c'est un petit cours de droit administratif sur la mise en œuvre de la responsabilité de l'administration. Et donc là, on parle de responsabilité pour faute et responsabilité sans faute confondue. Et on a examiné 3 problèmes brièvement, parce que là, c'est un cours normalement qui est réservé aux étudiants. C'est un cours privé réservé aux étudiants de l'Institut. Voilà. Mais bon, je l'ai fait de façon très brève pour permettre quand même à ceux qui ne peuvent pas rejoindre l'Institut de bénéficier de cette information-là. Alors, donc là, on a dit qu'il y avait 3 problèmes qu'on avait examinés ici concernant
la responsabilité de l'administration. Donc, on a parlé du lien de causalité. Donc, pour qu'on poursuive l'administration, il faut prouver que l'administration, justement, a commis une faute. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quand même 3 causes qui peuvent réduire la responsabilité de l'administration. Et c'est là qu'on a cité la faute de la victime. Par exemple, si c'est elle qui est en tort, la responsabilité de l'administration, elle va pas être la même que si c'était uniquement la faute de l'administration. Il y a le cas de force majeure, donc ça j'ai défini longuement, il y a une vidéo dessus sur ma page, qui est une cause extérieure à tous les champs de responsabilité. Et sur ce point, il faut quand même dire que le juge, il a une conception assez restrictive hein, du cas de force majeure. Hein. Il ne réserve pratiquement que dans les cas graves, par exemple de catastrophes naturelles, etc. Ensuite, on a dit que la troisième cause, c'était le cas, enfin le fait d'un tiers, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans le dommage, à ce moment-là, l'administration ne peut pas être tenue seule pour responsable. Donc, il y a un co-auteur du préjudice et qui avait la quatrième cause qui était le cas fortuit qui, de façon commune, s'appelle le hasard. Donc, le hasard, justement, c'est une cause inconnue, donc ça permet de diminuer, d'atténuer même la responsabilité de l'administration. Et le deuxième problème, c'est le préjudice, c'est-à-dire les conséquences de la responsabilité de l'administration. Et donc, on a dit que ce préjudice, il doit être certain, né, actuel, futur, direct, etc. Et donc, on peut l'évaluer en argent, que ce soit la douleur physique ou la douleur morale. Et sur ce point, on a dit que le juge administratif, il a fait évoluer sa position parce que initialement, pour le juge administratif, on ne peut pas monnayer les larmes. Et donc, les choses ont bien changé aujourd'hui et c'est tant mieux. Et enfin, on vient de terminer sur l'indemnisation. Donc, l'indemnisation, c'est la réparation en argent du préjudice causé, donc qui peut être faite soit sous la forme d'un capital versé en une fois, soit sous la forme d'une rente qui est indexée sur les prix, par exemple. Donc, et puis, on vient de conclure sur la date d'évaluation du préjudice. Donc, il faut distinguer entre les dommages causés aux personnes. À ce moment-là, la date d'évaluation, c'est la date du jugement, donc rendu par le tribunal. Et enfin, pour les préjudices causés aux biens, la date d'évaluation de l'indemnisation, c'est la date où l'objet ou le bien a subi le préjudice. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir tout dit en ce qui concerne la responsabilité de l'administration. Bon. Donc, alors là, je suis juste en train de... Non, ça y est, c'est bon. Voilà. Moi, j'ai fini de vous parler. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire par rapport à ce cours de droit administratif. Donc, l'Institut Panavic Learning School, c'est un institut juridique entièrement digitalisé, c'est-à-dire tous les cours se passent en ligne. Donc, il y a des cours de droit, comme ce que je viens de faire là. C'est vraiment des cours condensés, résumés. C'est des fiches de cours, donc résumé des cours. Ce sont des fiches d'arrêt, des fiches de cas pratiques, comment faire des cas pratiques. Là, vraiment, ça s'adresse aux étudiants en droit ou alors ceux qui préparent des concours administratifs. À l'Institut, les étudiants peuvent se faire accompagner dans la préparation, la rédaction de leur mémoire de fin d'études, et même dans la soutenance, parce qu'on fait des simulations de soutenance orale avec un canevas, c'est-à-dire une ligne à suivre, les thèmes, les 3 grands thèmes, par exemple, à préparer pour sa soutenance, les phrases à dire, la posture, comment se préparer moralement pour faire sa soutenance orale, de fin d'études. Donc, nous faisons cet accompagnement-là.
Ensuite, nous préparons aussi aux entretiens d'embauche. Donc, on aide à faire des lettres de motivation, donc à les écrire, à refaire les CV, à préparer aux entretiens d'embauche. Et donc, par rapport à la préparation à l'entretien d'embauche, il y a deux possibilités. Soit ceux qui veulent être accompagnés en ligne ont la possibilité. Donc, à ce moment-là, on simule, on fait une simulation d'entretien d'embauche en ligne. On pose des questions, on répond. En tout cas, les questions fréquemment posées. Bon, il y a une cinquantaine de questions, mais on ne va pas tout faire. On va pas tout faire. On va choisir par rapport au poste visé. On va on va poser les questions qu'il faut, on va préparer les réponses, etc. pour ne pas être déstabilisé parce que l'entretien d'embauche, c'est un exercice qui déstabilise beaucoup de gens. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent être formés directement en ligne et de se préparer en ligne, cela se fait, donc vous pouvez juste nous contacter, vous aurez tous les détails. Ou alors pour ceux qui veulent se préparer tout seuls, eux-mêmes, on a des petits manuels à disposition. Donc là, par exemple, c'est le petit manuel de préparation à l'entretien d'embauche. Voilà. Et donc, dans ce manuel-là, ce qu'on fait en ligne, la préparation qui est faite en ligne, bah, elle se retrouve ici pour ceux qui veulent y aller tout seul. Donc, la préparation aux entretiens d'embauche. Donc, on a toutes les questions qui sont posées. On a les axes standards des entretiens d'embauche. Comment se présenter à un entretien d'embauche? Parce que généralement, c'est la première question qui est posée lorsqu'on passe un entretien d'embauche. Présentez-vous, parlez-nous de vous. Comment aborder le sujet? Comment commencer? Et c'est à ce moment-là qu'on bégaye généralement. Donc, c'est pas un hasard. Pour réussir un entretien d'embauche, il faut se préparer. Et dans ce cas-là, pour ceux qui ne veulent pas être accompagnés directement en ligne, donc, il y a la présentation, il y a les conseils, il y a quelques idées de la façon d'aborder cette présentation-là. Il y a beaucoup de questions qui reviennent beaucoup dans les entretiens, donc ils sont là. C'est vraiment des grilles de réponses. Comment négocier le salaire, comment négocier son salaire d'embauche, par exemple. Que ce soit un salaire d'embauche ou un stage, voilà. Donc, c'est soit le manuel, soit la préparation en ligne. Donc voilà ce qu'on fait à l'Institut et on fait aussi de l'accompagnement administratif. Donc en ce qui concerne les rendez-vous administratifs, à la préfecture, à la CAF, à la CPAM, pour les titres de séjour par exemple, parce que c'est orienté droit, donc on prépare les courriers de contestation, par rapport au titre de séjour, par exemple, au tribunal administratif, aux demandes d'asile, etc. Donc, toute la législation qui concerne les étrangers en France, hein, en tout cas, je précise bien, hein, tout ce qui se passe là, ça concerne tout ce qui, en tout cas, en ce qui concerne les démarches administratives, ça s'adresse principalement à ceux qui habitent en France. Donc, par rapport aux conditions de travail, etc., on fait vraiment de l'accompagnement administratif global. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas, selon les situations. Donc, accompagnement dans la recherche d'emploi, CV, lettre de motivation, comment répondre à une annonce. Ensuite, accompagnement pour les étudiants, ceux qui font des études de droit, comment résumer les cours, faire des fiches de révision, des cas pratiques, des commentaires d'arrêt. Des commentaires d'arrêt. Oui, donc il y a cette préparation-là. Lire les codes, le code civil, le code pénal, le code de justice administrative, etc. Comment lire ça, quels sont les articles de base à retenir, etc. Donc on fait tous ces accompagnements, mais il y a surtout beaucoup de cours de droit. Que ce soit la première année, la deuxième année de licence, préparation au concours administratif, etc. Donc vraiment, il y a des cours qui sont adaptés à chaque niveau. Et enfin, il y a aussi la formation en français.
avec délivrance d'une attestation à la fin. Donc, la langue française, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, l'orthographe, comment faire des accords, comment conjuguer des verbes, comment faire des phrases, la concordance des temps, les liaisons autorisées ou non, interdites, etc. et tout. Donc, on fait tout ça à l'Institut Panavik Learning School. Donc, faites un tour sur la page, posez les questions, on vous répondra. Il y a une équipe qui est là pour vous servir, pour vous accompagner. Et je vous donne rendez-vous très vite. Donc, faites un tour sur la page. Et puis, merci à Latifa, Eric, Noam, Ben, Ibatala, ceux qui étaient là, qui se sont déconnectés. Donc, je vous donne rendez-vous très vite. Allez, bonne soirée et bon week-end à vous. À bientôt. Bye bye.